Europe 1 7h17, suite de l'édition spéciale consacrée au crash de l'avion d'Air Algérie. C'est avec vous, Maxime Switek. Bonjour Gérard Arnaud. Bonjour. Vous êtes président du comité de veille de la sécurité aérienne, ancien commandant de bord. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Je le disais, on se pose encore beaucoup de questions ce matin, évidemment. Beaucoup de mystères entourent encore ce crash. On va rester évidemment très prudent, mais il y a une hypothèse qui a tout de suite été évoquée hier. C'est celle de la météo. Le pilote a annoncé qu'il se déroutait de sa trajectoire initiale pour éviter apparemment de très gros orages. On a aussi parlé d'une tempête de sable. Est-ce qu'une météo difficile peut provoquer à elle seule un crash? Ben oui, puisqu'il y a un cas qui nous est bien connu, à nous Français, c'est le crash de West Caribbean avec 150 Martiniquais en 2005. Ça c'était dû essentiellement aux conditions météo. Bon, il y a toujours des facteurs aggravants, mais le point principal c'était ça. D'ailleurs, c'était avec le même modèle d'avion. Et pour vous, c'est l'hypothèse donc à privilégier aujourd'hui? Non, tant qu'on n'a pas examiné l'épave, je me garde bien de privilégier une hypothèse. Disons qu'on peut qu'observer la coïncidence entre le moment où les pilotes demandent à changer de route et le fait qu'ils aient disparu immédiatement, enfin que l'avion ait disparu immédiatement après. Moi, j'aime pas le terme disparition, parce que hier on nous a parlé de disparition, mais quand même il y a des balises de détresse sur cet avion et elles sont localisées par satellite. Alors là, il y a une question, il y a quelque chose qui n'a pas été résolu. La DGAC nous a pas dit, par exemple, si les balises de détresse émettaient ou n'émettaient pas. C'était vraiment la première question à nous poser avant de parler de disparition. Mais ça veut dire que pour vous, comment vous répondez à cette question qu'on posait à l'instant? Qu'est-ce qui a fait qu'on a mis plus de 15 heures pour localiser cette épave? En plus, justement, alors, première question, balise de détresse, oui ou non? Deuxième question, on a évoqué avec l'Oriot, puis le MH370, le problème du tracking, c'est-à-dire la localisation des avions en temps réel. Suivre en temps réel les avions. Oui, et ça c'est une recommandation du BEA qui date du Rio, qui n'a pas été suivie des faits. L'OACI, qui est l'Organisation internationale de l'aviation civile, et IATA, l'Organisation des compagnies aériennes mondiales, continuent à tergiverser là-dessus, parce que ça coûte de l'argent. Ça coûte $100 000 par avion pour faire le tracking en temps réel, plus le streaming data, c'est-à-dire les envois de données, des données de vol de l'avion en cas de problème. Alors, là, par exemple, dans celui-là, l'avion fait une déviation de trajectoire importante, il peut y avoir un problème technique à bord, et dans ce cas-là, il y a du data streaming, c'est-à-dire c'est envoyé via la constellation satellite Iridium. Ça coûte $100 000. Alors évidemment, tout le monde renacle à s'équiper. Voilà, Et cet avion-là n'en était pas équipé? Non, certainement pas, puisque il y a Air France qui a fait un effort là-dessus, forcément, puisqu'ils étaient que les premiers concernés avec l'Oriot. Paris, oui. Donc, mais en tout cas, on n'a pas de décision internationale au niveau politique et au niveau de l'aviation civile. Alors maintenant, si vous voulez, on peut parler de la météo. Oui, la météo justement, elle est impossible à prévoir, cette météo difficile, avant un décollage? Alors, dans un premier temps, on va écarter la tempête de sable. Il n'y a pas de tempête de sable, ou que ponctuellement et à basse altitude à cette saison. Nous sommes en saison des pluies sur le Sahel. Nous sommes à une période où le FIT, le front intertropical de convergence des alizés du nord et du sud, est au plus haut, ou pratiquement au plus haut. C'est pour ça qu'il pleut sur cette zone où il ne pleut pas d'habitude. Oui. Et le FIT est toujours accompagné d'orages. Toutes les nuits, sur l'Afrique, de toute façon, il faut traverser le filtre. Le FIT, si On vous n'a allez... pas le choix. Non, alors par contre, on a une carte ici. Vous êtes venu avec une carte, pour ceux qui... Ça, c'est la carte. Je le dis pour ceux qui nous regardent notamment sur europe1.fr. Voilà, ça c'est la carte de la situation météo à l'heure de la disparition, entre guillemets, de cet avion. Vous voyez que dans le FIT, il y a des points faibles, il y a des points où on peut passer. Il y a des zones où il y a un peu moins d'orage. Voilà, là c'est bon, là c'est pas bon. Et là où c'est pas bon, tiens, curieusement, vous voyez, c'est au nord de Ouagadougou, on a un très 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 gros truc là, qui va jusqu'à la frontière du Mali. Voilà. Et l'avion s'est signalé là, pour la dernière fois ici, justement. Et l'épave vient d'être retrouvée également dans cette région par les Burkinabés, je crois les premiers, qui hier soir ont fait survoler en hélicoptère la zone. Voilà. Donc la météo, oui, peut détruire un avion. La météo peut faire perdre le contrôle au pilote de l'avion. Il faut savoir que dans les turbulences les plus violentes, vous pouvez même pas lire vos instruments. Vous pouvez même pas mettre les mains sur les manettes de gaz. Ça bouge tellement. Parce que ça bouge beaucoup trop. Mais voilà. Donc, alors moi je dis pas que c'est ce qui s'est passé. Bien sûr, on reste encore une fois très prudent ce matin. Il peut y avoir un problème météo, mais il peut aussi y avoir un problème technique. Un givrage moteur, par exemple. Parce que dans ces orages-là tropicaux, vous avez à l'altitude où volait cet avion, vous pouvez avoir un très très fort givrage sur la cellule, sur les moteurs. Alors l'avion, l'appareil en lui-même, un McDonnell 83, on sait qu'il avait été contrôlé il y a 3 jours en France, qu'il était en bon état. Vous n'avez pas de doute sur la fiabilité de la compagnie qui a loué cet avion à Air Algérie? Bon, alors moi, je me suis un peu renseigné sur la compagnie. Swiftair, elle opère depuis assez longtemps, 83, je crois.
Elle opère des vols pour l'ONU, elle n'a pas eu d'incident notable, elle utilise des pilotes qui sont souvent des anciens de Spanair, donc qui sont des gens expérimentés. Non, a priori, moi j'ai pas de remarque. Bon, l'avion avait été vérifié, il est pas vieux, hein, un avion de 18 ans, c'est rien, hein. S'il est bien entretenu, il n'y a aucun souci. Moi j'ai pas de remarque particulière à faire à ce stade. Sur la compagnie et Sur l'équipage. la compagnie et sur l'avion. On a vu l'avion, on a vu la météo. Quelles autres hypothèses on peut envisager ? Est-ce qu'on peut envisager, on est obligé de le faire vu l'actualité de ces derniers jours, est-ce qu'on peut envisager un tir de missile ? Moi je pense pas qu'on puisse être dans le cas de MH17 parce que... Le vol de la Malaysia Airlines qui s'est écrasé en Ukraine. Parce que ce type de missile-là, c'est un camion avec du gros matériel. Vous pensez bien qu'avec ce qui se passe actuellement dans la région et la surveillance qui est effectuée par l'armée française, a commencé, hein, ce genre d'engin ne doit pas se balader facilement comme ça. Et le désert, c'est souvent plat en plus. Non, moi, je crois pas au missile. Par contre, évidemment, on peut toujours imaginer une bombe. Un acte terroriste à l'intérieur de l'avion. Rappelez-vous, malheureusement, UTA. UTA dans le Ténéré, pas très loin de là, d'ailleurs, au Niger. C'était en 82, je crois, et c'est toujours envisageable. Bon, maintenant, moi, je connais bien Ouagadougou. La sûreté aéroportuaire y est bien faite. Ouais. Maintenant, n'importe quel individu peut toujours glisser, avant de fermer la porte de soute, un truc dans la soute. Hein. C'est ça, que ce soit à Ouagadougou comme à Roissy. Hein. Vous savez, à Roissy-Charles de Gaulle, moi j'ai des collègues qui, dans les phares, la nuit, ont vu des types escalader les grillages. Hein. Bon. Donc évidemment, vous parlez de la sécurité à Ouagadougou, vous parliez aussi de la zone du crash, le lieu du crash, le nord du Mali. L'enquête risque d'être encore une fois extrêmement compliquée vu cette zone, vu cette région. Alors, c'est le nord du Mali, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes surtout à l'extrême nord du Burkina Faso, juste de l'autre côté de la frontière, à 20 km, en dessous de Gao. Bon, alors on sait que c'est une zone où il y a quand même pas mal de rebelles là, qui tournent. Alors peut-être d'ailleurs que la discrétion des autorités hier était liée à ça, pour ne pas dévoiler l'endroit de l'épave, pour que tout le monde se précipite pas là-dessus, qu'on puisse effectivement pas faire ce qui s'est passé en Ukraine, malheureusement. Où tout et a d'abord été, demander à l'armée française de sécuriser la zone et ensuite dire qu'on a localisé l'épave. En règle générale, quand il y a un accident d'avion, la première chose à faire, c'est ça, sécuriser la zone. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as des informations ce matin sur le fait que les débris sont concentrés ou éparpillés. Pour l'instant, on nous dit simplement que l'avion a été totalement détruit par le crash. C'est ce qu'on nous dit. Parce que ça donne de l'info. Par exemple, si les débris sont concentrés, c'est-à-dire que l'avion est arrivé pratiquement d'un seul morceau au sol, et s'ils sont éparpillés sur une grande surface, ça peut vouloir dire qu'il y a eu une explosion à bord à ce moment-là. On verra ça, on va suivre ça notamment avec nos envoyés spéciaux et notre envoyé spécial au Mali, Jean-Sébastien Sodeini, qu'on retrouvera bien évidemment dans cette édition spéciale sur Europe 1. Merci beaucoup, merci à vous Gérard Arnoux, ancien commandant de bord, je le disais, président du comité de veille de la sécurité aérienne. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin en direct sur Europe 1.